Afrikili TV, c'est du sérieux. Afrikili TV, ici, vous avez la parole. Monsieur Philippe Bilger, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Afrikili TV. Alors, c'est vrai que beaucoup de monde dans le monde des médias, on vous connaît, dans le monde politique également, surtout dans le monde de la justice. Mais il y a un autre monde, sûr et certain, qu'on ne vous connaît pas. Est-ce que auriez-vous la gentillesse de vous présenter, je vous prie, en quelques mots? En quelques mots, eh bien, j'ai été durant 40 ans magistrat ayant exercé 2 justices de luxe, à mon avis, le droit de la presse, la liberté d'expression, et plus de 20 ans avocat général à la cour d'assises de Paris. Ça a été 2 justices de luxe fondamentales pour moi. Et depuis que j'ai quitté la magistrature en 2011, j'ai créé cet Institut de la parole qui a eu l'honneur de vous recevoir. Et je m'abandonne à une sorte d'activité médiatique. Je suis chroniqueur à Sud Radio. Je vais tous les mercredis à CNews avec Pascal Praud. J'ai un blog qui m'occupe beaucoup et j'écris des livres et je fais des conférences. Vous voyez, voilà rapidement esquissé l'ensemble des choses que je fais. Pensez-vous vraiment qu'on peut étudier, on peut apprendre à des personnes à bien parler? C'est vrai que tout le monde peut parler, mais tout le monde ne peut pas bien parler. Est-ce qu'il y a des méthodes? Est-ce qu'il y a, j'allais plutôt dire, une forme de méthode physique et mentale pour que quelqu'un puisse avoir à maîtriser la parole? Pardon. La formation que je dispense, elle est totalement originale et singulière. Elle peut apparaître très difficile puisque, comme vous le dites très bien, il s'agit de parler en même temps qu'on élabore sa pensée sans rien d'autre que soi-même, pas de papier, on n'apprend pas par cœur, mais en même temps c'est la plus facile du monde puisque moi-même je ne demande à celui qui vient me voir que de s'encombrer de lui-même. Je ne lui parle pas de figure de rhétorique, je ne lui parle pas d'une conception scolaire et universitaire de la parole, je ne lui demande pas de lire des livres sur l'éloquence, je lui demande simplement de venir me voir, de m'écouter et de compter sur lui-même et sur son intelligence et sur son vocabulaire pour parler le mieux possible. Alors, on ne le fait pas parfaitement tout de suite, mais les gens qui viennent me voir comprennent qu'ils ne sont pas obligés d'être de formidables intellectuels pour parler correctement. C'est eux-mêmes qui se projettent dans leurs paroles et c'est ce qui compte. Alors, j'ai une question qui me tient à cœur également, parce que souvent je le vois, même d'ailleurs moi-même, le jour où je suis arrivé ici, on a souvent peur. J'allais dire, pourquoi on a peur de parler en public? Mais pour 2 raisons très simples. C'est que d'abord, on surestime les autres. On surestime ceux qui vous écoutent. Ils ne sont pas en position de juge. C'est souvent l'intelligence est modeste, hein, c'est très clair. Il n'y a que les imbéciles qui considèrent qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Mais il ne faut pas surestimer le public qui vous écoute, d'autant plus que le public qui va vous écouter, Espérance, eh bien, il sera de toute façon conquis par votre manière libre et spontanée de parler. Et donc, à la fois, il ne faut pas surestimer le public, et il faut se tenir soi-même dans une sorte d'heureuse autarcie où on donne le meilleur de soi sur le plan de l'oralité et de l'intelligence. Et puis, si on parvient à convaincre, tant mieux. Mais si on ne convainc pas, c'est peut-être sa faute, mais c'est aussi peut-être la faute du public qui n'a pas bien compris. Donc, il est essentiel de trouver un juste milieu entre l'arrogance de l'orateur qui croit que tout est dû, et puis l'effacement ridicule qui donnerait toute sa chance au public qui aurait forcément raison. Non, il ne faut pas surestimer le public et il faut se donner le meilleur de soi dans l'univers où on se trouve. Et à partir de là, il est évident, en regardant, en ayant tout structuré dans sa tête, eh bien on fait des merveilles. Enfin, on espère en faire. Tout à fait, mais est-ce que c'est pas parce que on a souvent peur de décevoir, parce qu'on a vu des personnes qui étaient éloquentes, qui parlaient bien, qui avaient des beaux discours, mais devant le public,
Il suffisait juste d'un petit couac ou quelque chose pour que ces personnes puissent se récroqueviller en eux et manquer leur discours. Est-ce que c'est pas parce qu'on a peur de décevoir surtout? Bien sûr, Espérance, c'est très juste. On a peur de décevoir, mais précisément la réponse que je viens de vous faire est destinée à éradiquer cette peur. Il est tout à fait normal que lorsqu'on propose un discours, même le meilleur possible, devant une salle, devant un public, eh bien, on ait un peu l'inquiétude de ne pas le convaincre, mais la peur doit disparaître. La peur ne doit, et d'ailleurs ça n'est pas la peur, le trac ne doit exister qu'un millième de seconde avant de prendre la parole. Il n'y a que les imbéciles qui n'ont jamais le trac. Un millième de seconde, vous avez le trac, et puis ensuite, vous vous lancez dans un discours spontané, libre, sincère, convaincant. Et convaincant, pourquoi Espérance? Parce qu'il est convaincu. Je veux dire par là qu'il y a beaucoup d'orateurs qui échouent parce qu'eux-mêmes, ils sont ennuyés par le discours qu'ils prononcent, parce qu'ils se rendent compte qu'il n'est pas intéressant. Pour convaincre, il faut soi-même être convaincu intensément par ce qu'on dit. Il n'y a pas de grand discours s'il n'y a pas de l'intelligence et s'il n'y a pas de la sincérité. Alors, vous qui maîtrisez, si je peux me permettre à parler comme ça, la langue de Molière, donc la parole, vous avez un mot juste, les justes mots comme dirait quelqu'un. J'essaie. Est-ce que la parole, on peut dire que c'est un art de la même famille que la danse, le chant ou le théâtre? Parce que pour faire de la danse, on s'entraîne. Bien sûr. Quand on va au théâtre, si on veut être un bon comédien, il faut s'entraîner. Est-ce que pour bien parler, il faut également s'entraîner? Alors je ferai, votre question est très fine, Espérance, je ferai, ils se ressemblent parce que bien sûr, il y a à chaque fois un rapport avec autrui, une manière de s'exprimer. La grande différence tout de même entre ces arts que j'aime beaucoup, le théâtre, la danse par exemple, c'est que en quelque sorte, ils mettent en œuvre un texte, une musique, des dialogues qui viennent de quelqu'un d'autre, vous voyez, tandis que vous avez compris que la base de la parole que j'enseigne, elle est précisément une invention libre et spontanée de ce qu'on a à dire. C'est très important, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de grande parole s'il n'y a pas une parole sincère. C'est clair, et c'est pour ça que parfois le monde politique a du mal à parler correctement, excellemment, parce qu'il est parfois gangrené par des limites, par des interdictions. Mais je crois profondément que même en politique, le grand discours, c'est celui qui est totalement libre. Et donc qui, à partir de là, convainc. Lorsqu'on sent la sincérité de l'orateur, eh bien, le discours est perçu de manière très positive, parce qu'en général, il est très bon. Il est très bon, et parce que l'orateur qui est sincère est évidemment convaincu, et donc il est convaincant. Alors, je voudrais juste savoir pourquoi l'art de la parole est souvent resté cantonné aux facultés de droit. Pourquoi beaucoup plus on a remarqué les gens qui ont l'aisance, d'ailleurs vous qui êtes en train de répondre à mes questions, ont beaucoup plus fait faculté de droit. Pourquoi cet art est cantonné beaucoup plus à ces personnes et non pas à d'autres catégories de personnes? Mais précisément, Espérance, c'est ce que j'ai voulu éviter. C'est-à-dire que ma conception de la parole, c'est une conception humaniste de la parole. La parole que je transmets, elle est valable pour tout le monde, pour le plus modeste des citoyens comme le plus brillant des orateurs, à partir du moment où il éprouve le besoin de venir me voir. Pourquoi c'était enquisté dans les domaines universitaires ou dans d'autres domaines? C'est parce qu'on considérait que cette parole authentique et de qualité était réservée à quelques-uns, alors que je suis persuadé, vous pourrez vous-même en témoigner, que ma formation de 2 heures ou 3 heures, elle peut donner à chacun, non pas immédiatement l'excellence, mais persuader que quelque chose peut se produire qui donnera à chacun l'impression et même la certitude de maîtriser une parole, alors que
c'était très loin de ses ambitions à l'origine. Je voudrais également savoir, il y a une question, je reviens au niveau de l'éloquence. Est-ce que l'éloquence est la qualité indispensable pour tous ceux qui aspirent à jouer un rôle dans la cité? Alors attention, merci de revenir là-dessus, je distingue donc l'éloquence et la parole. Alors l'éloquence, je n'irai pas soutenir que lorsqu'on a de l'éloquence réelle, authentique, c'est une tare. Non, au contraire. Simplement, l'éloquence ne devient véritablement un plus que si elle était une cerise sur un gâteau qui lui-même est dense. Si l'éloquence se pose sur un esprit sans culture, ça devient une catastrophe, c'est beaucoup plus risible qu'admirable. En revanche, évidemment, l'éloquence qui vient couronner un gâteau déjà empli de pensée, de culture, là ça devient quelque chose de... c'est une sorte d'habillage très remarquable. Mais fondamentalement, comme ma formation est reliée directement à l'exigence de dire la vérité, j'ai tendance un peu à la distinguer de l'éloquence qui parfois apparaît dans le judiciaire ou en politique plutôt comme un moyen de dissimuler sa pensée derrière de superbes ornements purement verbaux. Non, mais celui qui la possède, j'ai des amis avocats qui ont une réelle éloquence, elle ne devient passionnante que parce qu'ils ont aussi de la culture, de la dialectique, de l'argumentation. Donc, je ne crache pas sur l'éloquence, mais je pense plutôt offrir par ma formation le bonheur d'une sorte d'universalisme de la parole. Peut-on bien parler sans vraiment lire des bouquins, lire des livres? C'est bien mieux d'en lire, c'est bien mieux d'en lire. À l'Espérance, c'est bien mieux d'avoir de la culture classique, c'est bien mieux d'avoir de la culture du quotidien. Pourquoi admire-t-on de grands penseurs, même peut-être aux antipodes politiques de nous-mêmes, Jean Jaurès, des gens comme ça? C'est que ces êtres-là étaient imprégnés des humanités. Leur discours contenait un suc extraordinaire d'intelligence et de culture, et donc ça ajoute énormément à la capacité orale, il est clair, mais je garantis que même si j'ai un jeune homme qui n'a pas cette culture générale, qui n'a pas su l'acquérir, qui n'a même pas la culture du quotidien, je peux lui garantir qu'évidemment, je peux l'aider tout de même à franchir cet écueil et à parler le moins mal possible, en lui faisant prendre conscience de ce qui lui manque. Vous avez écrit ce bouquin, Le mur des camps. Ouais. Je l'ai acheté il y a 2 jours de cela, j'ai commencé à le lire. Je suis à, je crois, à la 100e page, donc je crois que je vais le terminer bientôt. Par contre, j'ai comme l'impression que dans ce livre, comme s'il y avait une sorte, permettez-moi avec tout le respect, de règlement de compte, parce que je vois les juges y passent, des juges, vos responsables là où vous étiez, puisque vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez avocat général au barreau de Paris il y a au moins plus de 20 ans de cela. Dans la magistrature. Dans la magistrature, bien sûr, et je vois également les politiques. Je veux par exemple, pour prendre une paragraphe, page 12, je vous cite, « Tout a pris mauvaise tournure avec le quinquennat de Nicolas Sarkozy. J'ai toujours considéré qu'on avait sous-estimé le propos du président quand, dans une émission de Michel Drucker, le 7 octobre 2007, il avait comparé les magistrats de la Cour de cassation à des petits pois, avec la même couleur, le même gabarit, la même absence de saveur. » Est-ce que c'est pas aller un peu plus fort, non? Non. Alors, Espérance, si vous me le permettez, évidemment, le titre, c'est Le mur des cons, et je consacre un chapitre à ce scandale considérable du mur des cons. Mais l'intention profonde du livre, c'était d'abord de démontrer que la magistrature est un grand métier, dévoyé par quelques pratiques judiciaires. Ensuite, vous avez totalement raison, je pense que pour Nicolas Sarkozy, on peut contester mon point de vue, j'ai été un partisan enthousiaste de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Et j'ai considéré que malheureusement, son mandat présidentiel, qui
pourtant nous promettait une république irréprochable, l'a violée. Et à cause aussi d'une magistrature qui a accepté de pactiser avec lui, vous voyez. Donc là, j'ai eu 5 ans qui m'ont profondément déçu sur le plan de l'état de droit. Mais je voudrais continuer là-dessus. D'abord, je tente de démontrer que la magistrature est un grand métier. Je tente de démontrer que la justice aujourd'hui n'est pas politisée, qu'elle renvoie des politiques devant les juridictions. Pardonnez-moi, par contre, effectivement, vous tentez de démontrer, mais quand je lis votre bouquin, et ça me ramène à l'époque de Giscard, de Pompidou, puisque vous fassiez, si je peux dire comme ça, la liaison entre le politique et la justice quelque part. À un moment donné, dans votre livre, on a l'impression que le politique voulait à tout prix, d'ailleurs même peut-être jusqu'aujourd'hui, contrôler toujours la justice. Oui, Espérance, l'évolution, si vous le permettez, on a eu longtemps les juges du pouvoir, pour aller vite. Ensuite, on a eu une période, le pouvoir des juges. Et j'ose dire que depuis, même paradoxalement depuis François Hollande, avec Christiane Taubira, que je n'aime pas par ailleurs, il faut reconnaître que la magistrature, sur le plan pénal, est devenue beaucoup plus indépendante. Et j'insiste là-dessus. On répète en permanence que la justice est politisée, alors que c'est faux. Je veux dire par là qu'elle ne choisit pas les gens qu'elle va juger. Elle les prend à gauche, elle les prend à droite. Ils lui sont envoyés par l'actualité, par l'écume des jours, et les magistrats, les juges, on a des exemples multiples qui concernent la droite ou la gauche. Et donc, ça, c'est capital. Ça n'est pas parce qu'on renvoie des personnalités politiques devant des tribunaux que la justice est politisée. Non, c'est au contraire un progrès de la démocratie. J'évoquais les juges du pouvoir, le pouvoir des juges. Aujourd'hui, on est face à des juges qui me semblent, à part quelques pustules judiciaires, entendons-nous, hein, à part quelques pustules, on est devant une magistrature qui exerce cet exercice fondamental pour la démocratie d'une manière plus équilibrée et plus sereine. Alors, vous venez de dire un mot, d'abord employer le nom de la garde des Sceaux, Christiane Taubira, que vous n'aimez pas, si j'ai bien compris. Pas du tout. Donc, je voudrais, il n'y a pas que Christiane, parce que quand je regarde sur votre bouquin, il y a également Rachida Dati. Oui, alors, pardon, Espérance. Vous n'avez pas pris des gants. Oui, hein, non, mais si vous le permettez, Espérance, c'est très important. Christiane Taubira, ça a été une catastrophe absolue, à mon avis, hein, parce qu'elle a réussi le tour de force de mettre ensemble de l'inaction et de la nuisance. C'est un tour de force. Tout à fait. Ensuite, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, j'ai considéré que le pire des gardes des Sceaux, ça a été Michel Alliot-Marie. Rachida Dati est une femme de qualité, courageuse, et ce que je lui reproche, c'est de n'avoir pas profité suffisamment du soutien politique que lui donnait Nicolas Sarkozy. Et puis ensuite, on a eu Michel Mercier. Mais vous voyez, ce qui m'a intéressé notamment avec Christiane Taubira, c'est qu'on peut être un garde des Sceaux calamiteux et en même temps, le pouvoir de François Hollande, durant 5 ans, a une attitude plus correcte, plus courtoise avec la magistrature. C'était le contraire donc du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Voilà. Le président normal d'ailleurs, si on peut dire. Bon, alors, on a presque terminé notre entretien parce que vous êtes un homme très très occupé, mais par contre, je voudrais avant de terminer parler quand même de l'actualité. Aujourd'hui, depuis hier, il y a la grève générale presque. On pourrait dire que la France en ce moment est en train de vivre au ralenti. Que pensez-vous, très honnêtement et très solennellement, de la politique de Emmanuel Macron? D'ailleurs, que vous avez écrit un livre. Oui, alors je fais comme j'ai toujours fait. Je ne suis pas un spécialiste de la politique, Espérance. Je suis d'ailleurs parfois, j'ai l'impression d'être plus immature que réfléchi. Mais vous aimez la politique? J'aime beaucoup la politique, mais disons, je l'appréhende souvent sur un plan psychologique.
Je suis très passionné par les personnalités. Et d'ailleurs, dans ma vie personnelle, j'ai beaucoup plus de relations, par exemple, avec des gens qui ne pensent pas comme moi, mais qui me plaisent en tant qu'humain, qu'avec des gens qui pensent comme moi, si j'en trouve, mais qui me sont antipathiques. Pour moi, les tempéraments sont plus forts que les structures et que les idées. Mais ça, on peut le discuter. Mais Emmanuel Macron, je fais comme avec François Hollande, comme avec Nicolas Sarkozy, je le suis à la trace, en quelque sorte. Il y a des choses que j'aime beaucoup chez lui, il y a des choses que je discute. Je trouve qu'il a mal géré les gilets jaunes durant un an à cause d'une forme d'arrogance, d'autarcie. Il a compris qu'il avait commis des erreurs. Je ne suis pas persuadé que là, il gère de la manière la plus cohérente possible ces problèmes liés à la retraite et surtout à l'hostilité profonde qu'une partie du pays lui manifeste. Mais en même temps, il est évident qu'on ne peut pas désespérer d'un quinquennat qui n'est pas encore terminé. Et donc, tout à fait. J'aimerais, si je pouvais formuler un rêve, que nous ne soyons pas en permanence condamnés à arbitrer entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ben, bien sûr, on espère également que ça ne va pas y arriver. Mais par contre, vous avez parlé de l'arrogance. Ouais. Je voudrais savoir, parce que vous n'êtes pas le seul, il faut le reconnaître honnêtement, le président Emmanuel Macron donne l'impression, moi je dirais peut-être que c'est l'impression d'un homme qui est arrogant. Est-ce qu'il est vraiment arrogant? Moi j'ai évoqué l'arrogance, espérance, en réalité, pour moi je n'y crois pas. Je veux dire, vous vous souvenez d'un certain nombre de saillies de Foucault qu'on lui a beaucoup reproché. Moi je les trouvais en quelque sorte toujours vrais. Je veux dire, je les analysais plutôt comme le repos de quelqu'un qui est en permanence condamné à des discours officiels et qui tout à coup avait envie de se laisser aller à une forme de spontanéité. Et puis, tout de même, j'ai amendé un peu mon point de vue parce que j'ai analysé dans le détail l'ensemble de ces saillies. Elles avaient pour dénominateur commun le fait qu'elles critiquaient toutes les Français. Toutes critiquaient les Français. Et c'était peut-être juste, mais en tout cas infiniment maladroit. Et c'est sans doute cela qui a créé cette hostilité incomparable par rapport aux autres mandats politiques à l'égard d'Emmanuel Macron. Je ne crois pas qu'il soit arrogant. De la même manière, pardon de faire cette comparaison au petit pied, on m'a reproché d'être vanité, alors que la vanité est le défaut que je déteste le plus. L'affirmation de soi, ça n'est pas la vanité. Eh bien, je crois qu'Emmanuel Macron a du mal à faire comprendre que sa personnalité, qui est extraordinaire, on peut l'admettre, eh bien, n'est pas arrogante. Mais il y a un risque pour lui, il ne parvient pas à démontrer qu'il ne l'est pas, parce qu'il se pose là, il ne peut pas faire autrement avec sa nature, elle a des richesses, et le commun des citoyens ne peut pas s'enlever de la tête qu'il est arrogant, alors que je crois que profondément il ne l'est pas. D'ailleurs, il ne cesse de dire, depuis que la crise des Gilets jaunes est terminée, paraît-il, qu'il a compris qu'il fallait écouter. Donc il a mis du temps pour comprendre, j'espère. Je sais que ça n'est pas de la comédie. Ce qui m'inquiète pour lui, c'est qu'il a une nature qui paraît plus forte que toutes ses repentances. Alors, c'est vrai que j'avais dit qu'on a presque terminé, mais à force de parler avec vous, il y a toujours un peu des idées qui me reviennent effectivement à la tête. Je vous vois souvent, effectivement, dans les médias en train de discuter. Il fut un temps où je vous ai regardé dans les médias, vous étiez en train de défendre, à tort ou à raison, sur un certain Éric Zemmour, que vous connaissez très bien. Alors, est-ce que, je voudrais tout simplement savoir, est-ce que vous acceptiez ces propos crus, d'ailleurs, concernant beaucoup plus, je dirais, on pourrait dire une forme un peu parfois de racisme, permettez-moi, ces propos qu'il a parfois tendance à lancer comme ça, où il y a des moments où vous condamnez ces genres de propos? D'abord, Éric Zemmour, j'ai fait 2 débats récemment avec lui, l'un sur CNews et l'autre dans l'émission Zemmour et Nolo. Je veux montrer déjà, Espérance, qu'on n'est pas obligé de détester
quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord. Premier point. Ensuite, j'ai beaucoup approuvé Éric Zemmour, sa liberté d'expression, sa culture historique, mais pas toujours. Et je lui ai souvent reproché, et je continue à le faire, d'ailleurs lui-même l'a écouté, mais il me répond non. Je lui ai reproché une forme de globalisation excessive. C'est-à-dire, prenons un exemple, il peut avoir tendance à dire tous les musulmans sont mauvais, il ne le dit pas comme ça, mais au lieu de dire il y a des problèmes liés à quelques musulmans, ça c'est ce que j'appellerais la nuance. Et il m'a dit, mais là, quand on fait dans la nuance, on n'est jamais écouté. Moi je crois tout de même que si j'ai à choisir, vous voyez, je regrette plutôt le procès très injuste qu'on fait en permanence à Zemmour, et de gens, j'en suis persuadé, Espérance, qui ne l'écoutent pas, qui ne le lisent pas, et plutôt que... et moi-même, je me fais fort, et j'en suis honoré, de ne jamais dissimuler mes contradictions avec lui, à partir d'une conception humaniste du dialogue. On dialogue avec tout le monde dès l'instant où la forme est courtoise, et où on n'est pas traîné soi-même dans la boue. Et donc, imaginons que demain Éric Zemmour dise ou écrive quelque chose qui vous choque, Espérance, eh bien vous me trouveriez forcément au rendez-vous de votre camp, parce que l'amitié, la complicité intellectuelle, une forme d'estime ne sont absolument pas incompatibles avec l'exigence de vérité, même à l'égard des gens comme lui. Est-ce que peut-on dire que la population française a beaucoup changé? Elle est tombée dans une sorte de mélancolie démocratique, je trouve. Alors je ne dis pas que tout va bien en France, mais moi-même je suis peut-être le Français le plus caricatural qui soit, puisque j'ai tendance, à cause d'un tempérament pessimiste, à voir souvent le verre plutôt à moitié vide qu'à moitié plein, vous voyez. Mais je crois qu'on est dans une période très, très dangereuse, où on n'a plus rien qui nous sert de lien, où la détestation à l'égard de Macron déteste même l'opposition purement politique. Il y a quelque chose de très étrange dans la période d'aujourd'hui. Elle peut faire peur, et en ce qui me concerne, je suis très inquiet sur le futur. Vous comprenez quand même cette grève où on pourrait dire que les Français, grosso modo, sont des privilégiés? Non, je la comprends absolument. Ce que je peux regretter, mais ça ne constitue pas une critique du mouvement, c'est que sur les épaules et sur le destin d'Emmanuel Macron, une infinité de problèmes qui relèvent de périodes bien antérieures à lui sont projetés. Et donc, ça ne veut pas dire que les Français sont heureux, mais il prend tout de plein fouet. Tout ce qu'ont dénoncé souvent à juste titre les Gilets jaunes, tout ce qui se passe en ce moment, bien sûr, il en est en partie responsable. Il a été très proche de François Hollande, il est président depuis 2017, mais il prend toute la mauvaise part de la France sur les épaules. Peut-on dire que, puisque vous venez de dire qu'il a été très proche de François Hollande, aujourd'hui, il est le président de la République. Est-ce que vous pouvez, ou peut-on dire que Emmanuel Macron a trahi François Hollande, comme César disait à Brutus, « Toi aussi, mon fils ». Alors, on peut dire qu'il l'a trahi, Espérance, mais de manière ostensible. Je veux dire par là qu'il faut savoir, lorsqu'on lit le livre de François Hollande, François Hollande dit à la fois qu'il a beaucoup de sens politique, et quand on lit son livre, on s'est rendu compte que Emmanuel Macron l'a roulé dans la farine. Et en avançant pas par pas, je ne suis pas persuadé que d'emblée il a voulu faire ça. Mais la faiblesse de la présidence d'Hollande, le problème de Manuel Valls ont fait qu'à un certain moment, la piste s'est dégagée face à Emmanuel Macron, qui a eu une audace incroyable et qui a réussi une campagne présidentielle totalement atypique. Malheureusement, il nous avait promis le nouveau monde, et on a l'ancien, parfois même en pire.
Ça, c'est un souci. Alors, je suis du Congo-Brazzaville, donc j'ai vécu au Congo. Aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans que je suis ici en France. C'est également ma deuxième patrie. J'adore la France, j'adore vivre en France. J'ai des enfants ici qui partent à l'école, et effectivement, donc c'est des très bons élèves également. Je voudrais quand même savoir, vous, pendant tout votre parcours jusqu'à aujourd'hui, je suppose, je ne sais pas, c'est à vous de me le dire, vous étiez quand même un peu en Afrique déjà? Ah, mais j'aime beaucoup l'Afrique francophone parce que longtemps j'ai animé, pour le cadre d'une association francophone, des formations, des sessions en Afrique, droits et devoirs du journalisme. Vous voyez, j'ai été très vite attentif à l'extraordinaire difficulté dans certains pays d'Afrique d'être un journaliste libre, intelligent, ils le sont, mais j'ai le plus grand respect pour les journalistes africains qui sont courageux. J'ai dans la tête des exemples où il suffisait à un journaliste africain de dire que le président avait eu un malaise lors de la mi-temps d'un match de foot pour être incarcéré durant 6 mois. Alors je crois à la fois qu'il faut appliquer les mêmes règles éthiques à l'Afrique, démocratique, mais en même temps tenir compte d'une particularité. Je veux dire, on ne peut pas exiger pour l'instant des médias africains ou de la politique absolument la sophistication de nos vertus républicaines. Mais il ne faut pas les traiter avec condescendance et dire « mais ils n'en ont pas besoin ». Non, je crois qu'il faut trouver un juste milieu entre la déférence qu'on leur doit et en même temps la compréhension de leur situation. Vous voyez, donc les droits et les devoirs des journalistes, c'est fondamental en Afrique. Et je ne me moquerai jamais d'un journalisme qui est parfois obligé de moins dénoncer des idées que déplorer le destin de certaines personnalités. Voyez. Mais on aura aussi parfois l'impression, depuis un certain temps parfois, que la France est en train de délaisser un peu l'Afrique francophone, bien sûr, parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on regarde l'Afrique francophone, on voit beaucoup plus la Chine qui est en train d'investir beaucoup en Afrique. Et puis, il n'y a pas eu si longtemps la Russie qui a réuni tous les présidents africains. Et on a parfois l'impression que l'Afrique est en train de s'échapper à la France. Et selon vous, quel est votre avis? Alors, pardon. Espérons, je ne suis pas non plus un spécialiste tout-terrain. Vous êtes extrêmement aimable de me questionner sur ces sujets. Je donne des points de vue qui relèvent un peu de la culture générale, le point de vue d'un citoyen qui essaye de se tenir informé. Je ne connais pas le détail. J'espère en tout cas qu'il n'y a pas un éloignement dangereux de l'Afrique à un continent extraordinaire qui est riche d'intelligence et qui parfois peut donner l'impression d'une sorte presque de misère fatale, mais moi je ne le crois pas. J'ai une forme d'optimisme lié à l'action. Je suis persuadé que les pays qu'on aime vont peu à peu dégager les personnalités qui seront capables de les redresser. Voilà. Si vous deviez donner envie à des personnes qui s'intéressent effectivement à l'Institut de la Parole, qui veulent vraiment venir ici et apprendre effectivement à avoir le mot juste et à bien parler, quel argument employeriez-vous pour les convaincre? Est-ce que vous Alors pouvez le premier, bien sûr, ce serait de dire que la parole est capitale. Je dis bien la parole comme outil humain fondamental. Il est nécessaire de bien la maîtriser, de progresser, et il n'est pas indifférent pour un être humain, quel qu'il soit, de bien maîtriser la parole. Le second élément, c'est que j'offre une formation très singulière, atypique, et qu'elle est évidemment accessible intellectuellement et humainement à tout le monde. Et que lorsqu'on sort de ma formation, qu'elle dure 2 ou 3 heures, on se rend compte ou bien qu'on est capable, qu'on doit encore progresser, mais qu'on n'est pas étranger à une parole de qualité, ou bien, ce qui peut arriver, j'ai connu beaucoup de jeunes femmes sur ce plan,
qu'on a été capable de dominer une timidité pour faire des exercices et que, bien sûr, après, on va les continuer chez soi. Mais je voudrais, Espérance, dire à nos amis que cette liberté, cette spontanéité, cette sincérité ne peuvent être mises en œuvre que si, dans la tête, en amont, une structuration très rigide de ce qu'on a à dire s'accomplit. Il ne s'agit pas de dire n'importe quoi dans le désordre. Il faut à la fois une grande cohérence en amont dans la tête et ensuite un grand vocabulaire très riche de la culture et puis la rectitude de l'intelligence et la logique de l'esprit. Tout cela, je garantis que je peux le donner et vous avez été vous-même, Espérance, un invité dans cette formation qui avait été très remarquable et qui rend tout à fait légitimes vos questions. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. J'aimerais juste vous laisser la parole, 1 minute, pas plus, pour que vous puissiez peut-être dire un tout petit peu, un petit mot concernant l'Institut de la Parole, puisqu'on était surtout sur ça. Mais vous avez, Espérance, vous avez été extrêmement aimable de me convier à cet entretien que je trouve très riche, parce que vous m'avez posé de très bonnes questions. L'Institut de la Parole est un institut, j'ose le dire, qui est atypique, original, qui attend les gens, peut-être pas de votre qualité, mais tout le monde peut y venir. J'ai cherché, parlons net, à rendre les tarifs les moins scandaleux possibles, et bien sûr, l'Institut de la Parole n'est que l'expression d'une vie, d'un destin qui maintenant arrive peut-être à une étape un peu crépusculaire, mais qui a toujours considéré que l'affirmation de soi était fondamentale et que s'affirmer, l'opposition qui s'appelle la vie, comme disait Honoré de Balzac, ça n'est pas une honte, au contraire, c'est une exigence. Tata, maman, bandeko, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Je voudrais vous montrer ce livre de Philippe Bilger. Bravo, allez. Je voudrais vous montrer ce livre, Le Mur des Camps. C'est un très bon livre. Je vous conseillerais vraiment d'acheter ce livre. Ça coûte 18 €, 19 € comme ça. C'est pas grand-chose, mais vraiment, c'est très, très intéressant. Monsieur, merci. Merci, Espérance. Afrikili TV. Afrikili TV, c'est du sérieux. Afrikili TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres. Votre chaîne d'opinion. Afrikili TV. Afrikili TV, c'est du sérieux. Afrikili TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme